Pas du tout, pas du tout. C'est juste que c'est le concept de bordel organisé. C'est que moi, je sais où on va, mais après, si ça va pas où je veux, c'est pas grave. Tant que je suis avec toi, je passe. Oh là là, tu sais que ça tourne. Hein. Non, c'est vrai. Si, donc vous avez vu que c'était sincère ce qu'elle vient de me dire parce qu'elle savait pas que ça tournait. Et ça me fait plaisir. Toute cette romance qui est en train d'être créée en live. En tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bordel Organisé, mesdames et messieurs. Je le fais évidemment avec grand plaisir encore une fois. Je suis accompagné d'Henri qui est à la régie. Ouais, Henri. Et surtout aujourd'hui, Elena Nagapétian qui est avec nous. Elena, comment ça va ? Ça va très bien. Je suis très gênée là. Pourquoi ? Parce que une fois tu m'as dit que ça tourne et bah tu vois toute mon assurance, non ? Ouais, non, je pense que c'est parce que ouais, t'as cette image froide, forte, et là t'as dit devant tout le monde que t'as dit voilà que tu m'appréciais, donc moi ça me fait plaisir. On a senti beaucoup de douceur, voilà, c'est ça. Bah oui. Alors là, on va revenir un peu parce que j'ai plein de questions de ouf. Parce qu'évidemment, on a l'accent qu'on connaît, les gens peut-être te connaissent pas, une humoriste de talent, elle est en train de tout péter. En 1 an, elle a niqué le game, la petite Elena, et c'est que le début. Non, si, mais en vrai, pourquoi ? Parce que t'as commencé il y a 2 ans, genre ? Il y a 2 ans, pile 2 ans. 2 ans, pile 2 ans. C'était où ta première scène ? Bah là, juste à côté, au No Name, je sais pas si tu connais. Oh là là. C'était 18 juin 2021, du coup, et c'était horrible, avec le sol qui colle, c'est vrai que quand on est humoriste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des comedy clubs, tu peux jouer un peu partout, il y a des endroits stylés, mais quand tu commences... Il y a des bars. Moi, le No Name, c'était un enfer. T'as été No Name, en fait, après le confinement, j'avais envie de jouer. Tout était un peu fermé et tout. Donc, j'ai pris le premier truc. J'ai pris le No Name. Et il y a un moment, j'ai une anecdote, il y a un truc de ouf. C'est que moi, je joue, je fais une impro avec il y avait un mec au premier rang et tout. Il bouge pas. Et je dis, mais toi, tu fais quoi et tout. Il me dit, je fais de la trompette. Je dis, ah ouais. Et tu sais, il est bizarre, il est froid, il me parle pas et tout, il regarde loin et tout. Je dis, bon, je passe à autre chose. Les artistes passent, et après, il y a un mec de 40 ans qui passe, 50 ans qui passe et tout. Et il fait un poème en prose. Très bizarre, hein, ouais, très bizarre. Et je me rappelle encore des paroles, il faisait la prose de la diprose, de la prose. Et à un moment, je te jure, il dit, et maintenant... trompette. Non. Et là, le mec du premier rang se lève, il sort une trompette de son sac. Et là, moi en larmes de rire, je fais mais non, ils avaient préparé un happening. J'étais comme un ouf. Mais vraiment, j'étais choqué tellement c'était nul et tellement c'était bizarre. Tu voudrais bien savoir où est-ce qu'il est aujourd'hui. Mais surtout, c'est-à-dire que moi, ils ont répété. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ils se sont dit, frère, quand je dis trompette, là tu te lèves. Et là, je dis, mais c'est pas possible en fait. Où est-ce que je suis arrivé ? Du coup, ça a marché. Oui, mais je crois que lui, son projet, c'était pas de faire rire. C'était vraiment, il voulait proposer une émotion. En plus, c'était trop mignon parce qu'il genre, le gars, il avait, je sais pas, même pas 50 ans, tout 60. Il avait ramené une petite meuf et tout. C'était trop drôle, une meuf de 60 ans et tout, qui était en mode, oh, c'était génial et tout. J'étais en mode, ah ouais, la trompette, ça marche et tout. Alors, avant de parler d'humour et tout, c'était pour vraiment introduire qui tu étais. Arménie, Ukraine. Alors mon père est arménien et ma mère est arménienne, ukrainienne et russe un peu. Donc je suis 75% arménienne et le reste... Du coup t'es née où ? Je suis née en Ouzbékistan. Évidemment, totalement logique et normal. Logique, parce que ça faisait partie de l'URSS. Évidemment, toi t'as connu... tous les autres pays connu Gorbatchev. Un jour partie de l'URSS. tout faisait partie de la Russie avant. Donc t'as vécu après en Ouzbékistan ou t'es partie et tout ? Non, je suis née, j'ai vécu jusqu'à mes 12 ans, mais on parlait tous russe. Mais alors attends, c'est comment l'Ouzbékistan ? Moi j'ai envie de savoir. C'est un pays musulman avec des... Du coup toi t'étais... parce que toi vu que t'étais un peu arménienne et tout, t'étais quelle... Bah justement pendant l'URSS en fait, tu sais c'est très mélangé en fait. Bien sûr. C'est comme ici en France. Tu peux être algérien et naître en France, tunisien. Donc c'est pareil. Donc, tout est très mélangé. Donc je suis née en Ouzbékistan. Ma mère est née en Ouzbékistan, mais en 1991. Oula. Ok. Allez. Mais après c'était la fin. 1991, l'Ouzbékistan a pris l'indépendance comme tous les autres pays. Et puisque nous on était considérés comme des blancs entre guillemets, parce qu'on n'est pas musulmans et notre langue maternelle est russe, on était... en fait, tous les blancs
Enfin, c'est pas bien de dire, enfin, mais c'est comme ça. Tous les non-musulmans ont cherché à partir. On a commencé à chercher des connexions. Est-ce qu'ils vous ont pas poussé un peu dehors aussi? Bah, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc là, on est en 91. On est en 1991. Donc là, tu viens de naître. Quel âge? Non, j'avais 4 ans. J'avais 4 ans et donc c'est là où ça commence, où c'est très difficile de trouver un travail ou de s'inscrire à l'université. Il y a vraiment une oppression de tous les gens qui sont non musulmans et tu pouvais rester, mais c'était beaucoup plus. Et tes parents ils bossaient dans quoi? Ma mère, elle boussait. Elle boussait. C'était tout pour moi. Merci. Bisous. Suivez-moi sur tous les réseaux. Je vais aller apprendre le français. Elle bossait pas du tout et mon père, je l'ai jamais vu. Voilà. Allez, ça tu l'as jamais vu? Non, je l'ai vu qu'une seule fois. Et ta mère t'a dit pourquoi ou il y a eu Elle a dit que c'était un gros. Yes. D'où cette rage en toi sur les hommes des fois. Voilà, vous savez tout. Non, à vrai dire, je pense qu'il avait une mission sur cette terre, c'est d'engrosser le plus de femmes possible. Et en fait, est-ce qu'il a réussi? C'est ça la vraie question. Je crois qu'il en a réussi parce que je crois qu'il a 8 enfants. Il a été marié 6 ou 7 fois, un truc comme ça. Il a eu une femme avant ma mère à qui il a fait 2 filles. Après, il a eu ma mère. En plus, à chaque fois, il se mariait. C'est-à-dire que il aime le romantisme, il aime l'amour. Il y croyait peut-être à chaque fois, quoi. Bah peut-être, on sait jamais. Il faisait 2 d'un coup, c'est-à-dire avec ma sœur, tu vois, on n'a pas beaucoup de différence. Moi, j'avais 4 mois quand ma mère, elle a retombé enceinte, enceinte de ma sœur. Et puis il partait très vite. Il se disait, allez. Et pas de nouvelles, c'est pas où il est là? Non, j'ai pas de nouvelles, non. Mais lui, Ouzbékistan, tu penses? Non, je crois qu'il est parti dans un autre pays. J'ai essayé de le contacter une fois, mais voilà. Ouais, il doit recevoir trop de mails. Elle a dit attends, c'est qui? Tous les jours, putain, c'est qui celle-là encore? En 91, Ouzbékistan. Où est-ce que j'étais en 91? Si je mets 9 mois, c'était quelle soirée? Mais vraiment, il s'est marié quand même avec ta mère? Il s'est marié, il s'est marié. Après, il divorçait. Combien de temps ils sont restés ensemble? Peut-être 2 ans, pas beaucoup en fait, parce que ma mère, elle est tombée enceinte très vite de moi. Et puis, comme je t'ai dit, j'avais 4 mois. Et ta mère, elle dit pas genre, c'était une belle relation, malheureusement, c'est fini. Elle dit, c'est un fils d'up. Non, mais pas fils d'up, mais elle disait quand même. Après, on a toujours une seule. Il faut toujours écouter 2 versions, je pense. Tu vois. Évidemment. Et moi, je connais la version de ma mère. Connaissant ma mère, peut-être moi aussi, je serais partie, tu vois. Je sais pas si je le comprends. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je connais malheureusement. Peut-être je saurai jamais la 2e version, quoi. Non, peut-être après un jour, tu seras à l'Olympia, il y aura ton daron au premier rang. Il parle peut-être pas français. Il parle pas français, non. Il parle pas français. Bon, écoute. Mais ouais, je sais pas. Après peut-être on sait pas où va aller ta carrière. Peut-être tu vas aller jouer en Russie, tu vas aller jouer en Ukraine. Bon, en Russie. Pas sûr que tu reviennes, mais. Franchement, je sais pas, j'ai pas trop. En plus, il faut tout traduire et c'est pas le même humour. Tu peux pas traduire les mêmes blagues. L'humour, il est vraiment différent ou pas? Il y a quand même une différence. Et donc, ça va pas être aussi bien. Toi, si je parce que moi, quand un peu de quoi tu parles et tout, sur, je sais pas si il y a une ouverture et de l'humour autant dans, je sais pas, c'est une question, hein, en Russie, sur le divorce, sur le sexe et tout, je sais pas si. En Russie, on peut dire beaucoup plus de choses qu'en France. Oui. En Russie, on peut dire, je dis pas que c'est bien, mais on a beaucoup plus de liberté de parole qu'ici en France. Le seul sujet qu'on peut pas aborder, c'est Poutine. Voilà. Moi, je le dis. Hein. T'as un petit point rouge là. J'ai pas peur de toi, Vladimir. Parce que là, je suis là à Paris tranquillou, mais. Ouais, exactement. Ouais. Après, non, mais tu peux en parler, mais ça aussi la manière. Mais il y avait plein d'humoristes qui ont été censurés. Mais genre, par contre, ouais, il y avait vraiment. C'est vrai, genre aussi, tu peux faire des grosses blagues de cul. Ils aiment bien ça de cul. Et ils sont très homophobes, très racistes. Tu peux dire PD. Facile et tu vas jamais être, tu vois, c'est vraiment très très open bar, quoi. Ouais. C'est pas comme ici en France, on doit. Mais par contre, tu peux vraiment dire ce que tu veux. Genre, mais même sur tu sais, je sais qu'il y a une relation quand même à la famille qui est importante. Ça, on est sur un régime qui est plus autoritaire que chez nous, donc il y a peut-être un sens de la famille, peut-être, j'ai l'impression, ou pas du tout, ils s'en branlent? Non, pas du tout. Ah ouais, vraiment, genre le divorce, c'est aussi, il y en a autant en Russie. Il y a beaucoup de divorces aussi en Russie, sachant qu'en plus, qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes,
Et ça, c'est une bonne news, ça. Pour tous les mecs un peu en galère, célib et tout. C'est pour ça qu'ils vont tous en Russie. Il suffit juste de sortir, même si t'es chum, tu vois, et t'as aucun succès ici en France, enfin en Italie. En Italie, ils sont beaux. Ces femmes de l'Est, ils sont très très belles. Et tu viens juste, tu sors comme ça ton passeport sans rien dire, tu vois, ils sont comme des mouches. Oh, quel rêve. C'est vrai. On est en train de créer des monstres. Hein. Il y a peut-être des gens là, des mecs. Il y a beaucoup de femmes qui sont très belles et il y a très peu d'hommes. C'est-à-dire que après, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais il y a environ pour un homme, peut-être il a, je sais pas, 4-5 femmes. En plus, pas n'importe quelle femme, tu vois, ils sont tous vraiment magnifiques. Je sais parce que moi, j'étais joué au basket en Hongrie et en Croatie. Et j'ai vraiment vu des trucs où j'ai vu des femmes magnifiques avec des mecs où je me disais, mais c'est pas possible. Ouais. Après, peut-être les goûts sont différents, mais c'est pas les goûts, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fasse? On n'a pas tous le choix de partir Ah oui, parce qu'il y a eu des guerres et tout. C'est pour ça il y a eu des guerres déjà. Il y a eu beaucoup moins d'hommes. Et là, ça va être encore pire. Dans quelques années, je pense qu'il va y avoir beaucoup de... Dès qu'il y a une guerre, il y a tous les chums, ils sont en mode yes. De femmes qui vont se mettre avec les femmes parce que je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. En fait, à cause des guerres, Poutine, il va vraiment faire monter l'homosexualité. Alors qu'il est en train de... Oui, c'est vrai. Hein, alors qu'il est en train de combattre l'homosexualité. Enfin, combattre, tu peux pas combattre. C'est complètement con. Il combat l'idéologie. Oui. Donc à cause de la guerre, il va créer plein de dep. Exactement. Bah écoute, dommage pour toi, Vladimir. Et donc là, toi, Ouzbékistan, tout ça. Ouzbékistan jusqu'à mes 12 ans. Et à 12 ans, on arrive en Russie. Donc là, c'est en quelle année? Tu comptes 87 plus 12, 2000... Ah oui, il va rester longtemps quand même, après l'indépendance quand même. Oui. Mais ça va. Ma mère, elle procrastinait, je crois. Elle est vraiment nulle. Putain. Pas de taf, mais au moins on kiffe. non, mais enfin, je sais pas. Après, tu vois, j'étais enfant, donc je crois qu'ils ont essayé de déménager en Belgique. Il y avait une partie de ma famille qui sont partis en Belgique, ils sont restés 2 ans, mais ça leur a pas plu, donc ils sont revenus. Et après, on a trouvé des connexions, enfin, des membres de notre famille en Russie. Donc, on est arrivé dans un petit village à 4 heures de Moscou, peut-être un peu plus. Et on s'est installé là-bas. Donc la pleine campagne et tout. Ouais. Après, pour la Russie, c'est une campagne parce qu'il y a 80 000 habitants dans cette ville. Pour la France, pour la France, c'est une ville. C'est Rouen, c'est chez moi. Bah exactement. Et il y a combien d'habitants chez toi? Ça dépend. Il y a la métropole, mais oui, c'est Rouen, quoi. Ouais. Ah oui, donc. Chez nous, c'est une campagne. C'est vraiment. Ah ouais, donc une petite ville quand même. C'est un petit village avec des. Comment ça s'appelle? Rjev, je sais pas comment dire. Rjev, ouais. Et la ville la plus proche de ce petit village, c'est Tver. Et après Moscou, enfin bref, après la Russie est tellement grande et je pense que personne ne connaît ces villes. On sait jamais. Peut-être un fan de Rjev qui va dire oh, merci. Je crois qu'ils n'ont pas d'électricité encore. Non. Ils n'ont pas de podcast, ils n'ont pas d'internet. Écoute, quand vous allez écouter ça dans 10 ans, on vous embrasse. Voilà, je sais pas comment est le monde d'ici dans 10 ans en Russie, mais voilà, peut-être. Vous êtes tous ukrainiens maintenant, peut-être. On sait jamais. Peut-être les Ukrainiens vous ont eu. On sait jamais. Attention. Non, alors du coup, là, t'arrives là-bas et il y a un changement de life quand même, parce que là, c'est un nouveau pays et tout. Alors, tu parles déjà la langue, ouais, d'accord. Je parlais russe parce que je parle de la naissance russe et en famille on parlait russe, mais je parle avec un énorme accent. C'est-à-dire comme si je venais de Canada par exemple. Ah ouais. Et je parle français, c'est la même. Tu peux faire la diff un peu. Tu te rappelles un peu ça ressemble à quoi si tu fais 2 phrases, une phrase en. Non, j'arriverai plus. Mais genre vraiment c'est un gros accent. Mais c'est un énorme accent et nous on est vraiment, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout, enfin je ressemble pas à une blanche, j'avais presque une monosourcil que ma mère elle m'interdisait de d'épiler, j'avais tu vois mes grands yeux, j'avais une tresse, une énorme, j'avais vraiment une tête d'ouzbek quoi, enfin ou d'arménienne, un style d'arménienne ouzbek quoi. C'est-à-dire pas du tout blanche quoi. Et on arrive, il y a que des petits blancs avec des yeux bleus, tu vois, ils sont tous c'était pas du tout métissé, alors que dans mon école à Tashkent, il avait des Chinois, il avait des Ouzbeks, des Arméniens, des Juifs, des Russes, enfin il en avait de tout. Alors que là en Russie, on vient dans ce village, il n'y a que des Natacha, des Vassia, ils sont tous blancs quoi. Comment à 12 ans tu t'intègres comme ça? Et en fait, c'est juste que
c'est là où j'ai vécu le racisme pour la première fois. Enfin, la première fois, c'était en Ouzbékistan parce que quand ils ont pris l'indépendance, nous, on était pour eux les blancs. Donc, du coup, je comprenais pas. Je dis, bon, bah, alors, il paraît que je suis blanche. Bah, ok. Et quand je suis arrivée en Russie, bah, j'étais noire pour eux. Enfin, noire je sais pas, comme tu vois, ouais, je vois très bien. Singe, mais j'ai vu ça parce que, ah ouais, j'ai vraiment eu ils se foutaient de la gueule de mon accent et tout, de mon physique. Et je comprenais pas. J'ai dit, putain, les mecs, décidez-vous. Soit je suis blanche, soit je suis noire. Putain, c'est dur à 12 ans de se retrouver comme ça. Surtout, c'est l'âge de l'adolescence où tu es en plein questionnement, quoi. Mais moi j'ai vu ça, alors j'ai pas vécu le racisme hein, évidemment, mais quand j'étais en Hongrie avec le basket, j'étais avec mon équipe de basket de Rouen, on faisait les championnats d'Europe et j'avais des Renois dans mon équipe. Et à un moment, on est vraiment dans la campagne de la Hongrie. On est vraiment à Miskolc, on est vraiment loin de Budapest, on est à 2 heures de Budapest et tout. Et on va à la piscine. Et on va à la piscine avec mon pote qui est vraiment 2 mètres, noir, il est noir, il fait 2 mètres. Et j'ai vu pour la première fois une 50aine d'enfants à la piscine qui voient un noir pour la première fois. Et le monde s'est arrêté. Ah ouais. Vraiment, ils jouaient, ils ont fait... Et vraiment, ils se sont arrêtés, ils l'ont tous pointé du doigt. Par méconnaissance. Bien sûr, mais du coup, je vois que... parce que nous, on a l'habitude, on est dans une France, et même dans la campagne, il y a toujours des métis, il y a toujours des noirs, il y a des asiates et tout, il y a un peu de tout le monde. Et là, t'arrives là, et vraiment, eux, c'est la première fois, ils ont 10 piges qu'ils voient quelqu'un de couleur. Et vraiment le monde s'est arrêté pour eux. Mon pote, après, en plus, il a forcé, il a fait beau. Ils ont fait ça c'était un peu drôle. Ça, c'est drôle. Voilà. Drôle. Mais je sais pas si ça a du coup, voilà, ça a créé du racisme à cause de lui, voilà. Oui. Et du coup, t'arrives 12 ans 12 ans, et voilà, après, on s'inscrit dans une nouvelle école, j'essaie de faire des études. Et pour t'intégrer, comment tu fais? Parce que du coup, là, il y a des gens qui sont cool quand même avec toi ou... Ouais, un peu, mais après... tu sais, c'est l'âge où j'ai vraiment parti un peu en cacahuète. C'est juste, il avait un tout. Il avait à la maison, chez moi, ça se passait pas très bien. À l'école, ça se passait pas très bien. C'est dur, je détestais l'école, en fait. Je redoublais déjà en arrivant. Je crois que j'ai redoublé parce que déjà en Ouzbékistan, ça se passait pas très bien à l'école pour moi. Et je redouble et vraiment, ça se passe pas bien, quoi. Donc finalement, à 13 ans, je suis partie vivre avec mon grand-père. Tu savais déjà à 13 ans, on a tous des petits trucs à 13 ans de ce qu'on a envie de faire dans la vie. On sait tous un peu. Tu sais ce que tu veux faire à l'époque ou pas du tout? Juste, tu sais que l'école, ça te fait pas plaisir, ou alors est-ce que tu as un rêve, tu as une idée, tu as une fibre artistique, parfois, peut-être un truc oui, j'avais la fibre artistique quand j'étais encore toute petite. Quand on était dans les parcs, je me mettais sur les bancs, je dansais, j'adorais attirer l'attention et tout, mais pas plus que ça. Après, j'adorais attirer l'attention d'une manière ou d'une autre. Je pouvais me mettre, par exemple, s'il y a une grande table, on est tous en train de déjeuner avec une famille. Les Arméniens, c'est très communautaire, tu sais, on est genre 15 à table. Et si je considérais qu'on ne fait pas assez attention à moi, je pouvais me mettre à rigoler, à rire très très fort, mais hors sujet. Et quand tout le monde s'arrêtait de manger et juste me regardait comme ça, je me mettais à chialer, je me levais et je partais. Quelle actrice. Complètement folle. C'est ça. Mais là, bravo. Merci. Et après, j'étais... And the Oscar goes to Elena. C'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Mais après c'est normal. Enfin, t'imagines... moi, je m'imagine... parce que j'ai une vie totalement différente, mais t'as 12 ans, t'arrives dans un autre pays, il y a une autre culture, t'as plein de gens, ça se passe pas bien à l'école, les gens ils sont pas cool avec toi. Évidemment qu'en plus t'es en train de te forger en tant que femme, tu peux au bout d'un moment avoir envie de dire aux gens écoutez, je vais pas bien, et en même temps... Moi je pense que dans ce moment-là, c'est très important d'avoir un cocon familial très solide et que tu sois proche d'un membre de ta famille ou quelque chose, parce que après ma soeur ne l'a pas du tout vécu pareil, tu vois, ouais. donc c'est vraiment alors qu'on a vécu dans la même maison, enfin on a reçu la même éducation plus ou moins. Vous n'avez pas beaucoup d'écart en plus. Non, on n'a pas beaucoup d'écart, mais elle a fait des études, elle a 3 diplômes je crois, alors que moi j'en ai pas un seul. Tu vois, elle est mariée avec le même mec depuis 10 ans maintenant, elle a 2 enfants, elle est vraiment stable, tu vois, alors que moi je partais en vrille. Je pense qu'il y a un peu de tout, il y a quand même une partie de notre personnalité, on est comme ça. Et après, il y a beaucoup de ce qu'on reçoit de notre environnement, la famille, les parents et tout ça. Et moi, je vrillais beaucoup, et donc je pense que j'avais besoin d'être un peu encadrée, ce que ma mère n'a pas réussi à faire. Et c'est parti.
Et ta mère, entre-temps, elle a eu d'autres hommes dans sa vie qui ont essayé peut-être je sais pas, des beaux-pères et tout pour toi ou... Oui, très beaux-pères, oui. Beaucoup quelques-uns, pas beaucoup. Après, je sais pas ce qui est beaucoup. Il y a aucun jugement, mais est-ce que je veux dire, est-ce qu'il y en a certains qui t'ont marqué, est-ce qu'il y en a certains que tu t'es fighté avec eux, est-ce qu'il y en a certains qui étaient cool, est-ce qu'il y en a certains ça s'est bien passé? Parce que moi aussi j'imagine ta mère qui arrive dans un autre pays, qui a ses filles à gérer, qui doit nourrir sa famille, qui doit aussi avoir une vie de femme, tu vois, et qui arrive dans un autre pays, trouver un taf, c'est plein de trucs compliqués pour elle, tu vois, j'imagine. Oui. Un taf toujours pas trouvé, tu vois. Non, ça va, elle a un taf là. Aujourd'hui, enfin, elle a un travail. Thanks God. Mais ouais, il a eu quelques personnes dans sa vie. Elle essayait. Mais est-ce que toi, il y en a peut-être, tu vois, on sait jamais, qui t'ont marqué, qui t'ont peut-être ouvert, qui t'ont éduqué, qui t'ont... Ah non, pas vraiment, non. Il avait un qui est resté le plus que les autres, mais il n'a pas vraiment essayé de nous éduquer, ce qui était bien d'ailleurs. Enfin, je sais, franchement, c'est dur de juger parce qu'aujourd'hui, je suis maman et j'ai pas envie de tout mettre sur la faute de ma mère parce que t'imagines, aujourd'hui, mon fils est tout mignon, il a 5 ans, il est adorable, il est bien élevé. Si dans 10 ans, il se met à fumer du shit et claquer la porte et dire vas-y, tu me saoules, connasse, je ne sais pas, est-ce qu'il est né... Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas, est-ce que c'est la faute de ma mère parce qu'il m'a pas assez... Non mais comme ça, on est aussi comme on est, quoi. Donc, ou c'est parce que je suis vraiment une connasse, je ne sais pas. Ce qui peut arriver aussi, tout est possible. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi non, je trouve que t'es très cool, après je sais pas comment t'es comme mère. Non, mais je parle pas de... Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça quand... l'adolescence, quand l'enfant part en vrille, est-ce que c'est la faute des parents parce qu'ils donnent pas assez d'amour? En fait, ou c'est... Il y a tellement de facteurs. C'est-à-dire que, oui, moi dans mon collège, quand j'étais jeune, il y avait... dans mon village, il y avait une école il y avait genre la DAS. La DAS en France. Dans l'école? Non, dans la ville. Ah oui. Et du coup, on avait tous les élèves, enfin tous les gens de la DAS venaient dans notre collège. Et c'était beaucoup... Pour vérifier ou c'est pour faire quoi? Non, c'était les enfants de la DAS. Ah, les enfants de la DAS. Et du coup, c'était quand même beaucoup des gamins très compliqués. Quand on avait un dans ta classe, c'était le mec qui foutait le bordel. Donc il y avait ce côté, on sentait qu'il y avait un manque parental. Ça, c'était clair et net. Après, il y a des contre-exemples. Moi, j'ai des potes et des connaissances de mecs au lycée qui avaient des parents stricts, très bien, qui avaient de l'oseille, et les mecs ont pété un plomb. Ouais. Parce que, comme tu dis, t'as les rencontres, t'as un moment, tu fumes un petit pet, tu kiffes, puis au bout d'un moment... tu sais pas te gérer. Il y a aussi les gamins qui ont tout. T'as fumé des pets au collège? Moi, mais vraiment, rien du tout. C'est vrai? J'ai fumé, je le raconte dans mon spectacle, j'ai fumé la première fois, je crois, le soir de ma première fois sexuelle. Bravo. Ah oui, j'ai vu ce sketch. Ouais, vraiment, la meuf m'a dit... Quelle idée, mon Dieu. Vraiment, ça m'a rien fait, parce que je voulais faire le mec. Oh, putain, c'est super bon. Alors, vraiment, ça m'a rien fait. Et une fois... T'avais quel âge? J'étais en première, donc j'avais 16 ans, 17 ans. Et une autre fois, j'ai refumé parce que j'étais bourré et j'ai fumé 2-3 lattes. Et vraiment, alors là, par contre, je voyais trouble dans tous les sens. À un moment, je me suis couché, je voyais et vraiment, j'étais en couple à l'époque, je me rappelle. Et il y a quelqu'un qui s'endort à côté de moi. Et moi, je vois une fille. Et je dis, dors pas avec moi, j'ai une meuf, qu'est-ce que tu fais et tout. Et vraiment, je cligne des yeux 3 fois et je vois un pote à Wam, qui c'était lui. Je dis, frérot, mais j'ai eu une vision, je sais pas ce qui m'est arrivé, je crois que je suis défoncé. Et je voyais vraiment une meuf, une pote à moi dans le lit, alors que c'était un pote à moi qui me dit, mais frère, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi. Et déjà, elle me parlait avec sa voix à lui, donc je t'en mets, et à partir de ce moment-là, je dis, ah, vas-y, plus jamais je fume, ça m'intéresse pas en plus. Ouais. Et je sais que je suis de nature addict, et je sais très bien que si je commence, finito. Je comprends, tout à fait. Voilà, pour ça que j'ai arrêté l'alcool depuis 1 an. Vous écoutez ce podcast, ça fait 1 an que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Bravo, je suis très fière de toi, c'est incroyable. Peut-être un jour je vais pouvoir faire pareil. Donc je bois du thé. T'en fais, voilà, tu vois. Je suis vraiment, mais elle en fait tomber de l'eau, quoi. Un désastre, la meuf. Écoute. De coup là, on est adolescence. Adolescence, ça se passe moyen, ça se passe. Après, à 21 ans, j'arrive en France. Alors, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Écoute, de mes 13 ans, donc je quitte la maison de ma mère quand j'avais 13 ans. J'ai vécu un peu avec mon grand-père. Après, j'ai un peu vécu avec mon copain, ce qui est beaucoup trop tôt pour vivre avec un copain quand t'as 15 ans. Ah ouais, genre à 2.
Ouais, à deux. Mais on peut avoir un appart quand on a 15 ans en Russie. Il avait déjà un appart, il avait 18 ans, il avait l'appartement de sa mère, donc... la belle vie. Enfin, la belle vie, et il était dealer, il m'a appris à faire les... Quelle life, Elena. Je savais que j'allais apprendre plein de choses. Tu sais, en fait, il dealait la bœuf, il vendait la bœuf, et il m'a appris à faire à façonner, je sais pas comment on dit, à mettre des petits trucs, là, enfin, des petites boîtes, en papier, comme ça, enfin, bref. Il t'a appris à... Mais alors, c'est comment la drogue en Russie? À vrai dire, franchement, il y a beaucoup moins de... Ici en France, j'ai l'impression que les gens fument dès 13 ans, c'est incroyable. Parfois, je vois des gamins de 14 ans, tu passes à côté, ça pue la bœuf, quoi. C'est grave. Non, en Russie, c'est direct l'héroïne. Voilà. Tellement on s'emmerde. C'est l'alcool, on sent beaucoup. Mais après, il y a... L'alcool, par contre, plus jeune. Non, l'alcool. Il sniffe de l'alcool. Ah ouais? Ouais. Bonjour, il est 10h30 du matin. Sniffage d'alcool en Russie. Bienvenue dans Enquête exclusive. Bisous. J'ai survécu, les gars. Hey. Je sais même pas comment elle est là encore. Je sais même pas comment on peut être vivante à l'heure qu'il est. Et encore, je filtre tout ce que je dis. Tu vois, tu me poses la question. Et avant de répondre, je fais Ok, ça je peux pas dire. Qu'est-ce que je peux pas dire. Mais alors du coup, il deal. Donc il se fait de l'oseille. Il deal et après il descend tout dans les casinos, dans les machines. Vraiment un bon mec. C'est un désastre. Et tu sais ce qu'il devient, ce garçon ou pas? J'espère qu'il est mort. Yes. Et, parce qu'on n'avait pas d'argent. On est vraiment sur une haine de l'homme sur ce podcast. Mais non, mais parce que après c'est mon personnage comme ça méchant. Je lui souhaite. Mais après c'est ton histoire aussi. C'est mon histoire. Après il avait 18 ans. Qu'est-ce que tu peux attendre d'un gars de 18 ans? Il est con, tu vois. Lui, pareil, il a eu une enfance difficile. Enfin, moi j'allais pas au casino à 18 ans. De quoi? Moi j'allais pas au... Ah, il a eu aussi une enfance difficile et tout. Qui n'a pas eu une enfance difficile dans les années 90 en Russie, vraiment? C'est vrai, je comprends. Il n'y a pas eu... En plus, il y a beaucoup... Moi j'ai vu beaucoup de reportages où il y a beaucoup d'orphelins aussi avec la guerre. C'est tellement dur. Les gens, ils pétaient un câble. Il y avait rien à manger. Il n'y avait pas de taf. Les gens pétaient un câble. Ils se mettaient à boire, à prendre la drogue juste pour s'échapper de cette réalité. Ouais, c'était vraiment très dur à se trouver une place et de rester vraiment solide. J'entends très rarement des histoires d'une enfance heureuse dans les années 90, vraiment, enfin en tout cas dans mon entourage, peut-être c'est mon entourage qui est comme ça, mais c'est normal, c'était pas évident, hein. On est sur un... Il y en a, je dis pas qu'on a tous souffert, il y a des gens qui s'en est très bien sortis, mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi à cause des... c'est un monde qui s'écroule entier. Oui, vraiment, mon grand-père a tout perdu, ma mère a tout perdu. C'est un monde qui s'écroule de ouf, c'est comme si aujourd'hui le capitalisme États-Unis, France, tout s'écroule demain et qu'il n'y a plus rien, je pense qu'on réagirait pareil. Et là, c'est tout leur monde qui s'écroule, tous les idéaux, tous les trucs qu'on leur a mis dans la tête depuis 50 ans, qui s'évaporent comme ça en un claquement de doigts. Et en même temps, tu dois trouver les moyens pour nourrir ta famille, en fait, parce qu'il n'y a pas des aides comme ici en France. Personne ne va te payer un chômage, personne ne va te payer une partie de ton loyer, les frais médicaux, mais rien de tout ça. Donc, les gens, ils cherchaient il y avait ceux qui fabriquaient de l'alcool chez eux pour les vendre aux gens, parce qu'il y avait beaucoup d'alcooliques, surtout dans les campagnes, business, exactly. Et il y avait des gens qui partaient, par exemple, en Chine ou en Turquie pour acheter des vêtements, pour les ramener et pour les revendre parce qu'il n'y avait rien. Plein, on vendait, moi je me souviens, on vendait tout ce qu'on avait sur des marchés de puces, enfin comme des marchés de puces, sauf que c'était pas c'était pas de l'antiquaire, on vendait tout ce qu'on avait, quoi, juste pour... Je me souviens, on passait les journées en plein cagnard avec ma mère et dès qu'on avait deux petits trucs, tu vois, on était content d'acheter un petit truc à manger. Ma mère, elle travaillait dans un resto, tu vois, je suis vraiment une mauvaise langue parce que je dis qu'elle a travaillé. Comme quoi? Elle avait quand même une période où elle travaillait. Non, je suis vraiment une connasse, vraiment. Non, en fait, ce qu'elle faisait, elle fabriquait les gâteaux à la maison et elle cuisinait les très beaux gâteaux en plus. C'est très bon, et elle les vendait sur des marchés, elle marchait dans la rue comme ça, elle vendait des gâteaux, des millefeuilles, et c'est comme ça qu'elle nous nourrissait, quoi. Elle nous laissait avec ma sœur à la maison.
Alors qu'on était toute petite, tu sais, normalement, je me dis aujourd'hui, je suis maman, jamais je laisserai mon fils à 5 ans tout seul à la maison. Si t'as pas d'oseille, tu dois aller faire de l'argent pour le nourrir. Et tu fais comment? Vaut mieux laisser tes enfants se cogner vite fait et trouver de l'argent pour qu'ils aient à manger. Hein. Exactement. Et ce que ma mère, elle faisait, je me souviens des quelques images quand je suis encore toute petite, je suis sur le lit avec ma sœur, je dois avoir 3-4 ans. Et j'avais des visions bizarres. Pourquoi on est toute seule? Ma mère et tout. Et donc ma mère, elle vendait des gâteaux aussi. Elle faisait quoi? Elle travaillait dans un... Parce qu'elle cuisine très bien. Et enfin, je dis du bien de ma mère, putain. Et une qualité en une demi-heure de podcast. J'ai juste besoin du temps. Tu vois. Et elle travaillait dans un restaurant... où elle l'a ramené, ça c'est pas une histoire très joyeuse, mais en fait, elle ramenait tout ce qui était, quand il avait des grosses soirées, les privatisations, elle ramassait les restes des assiettes des gens, et elle ramenait à la maison, et les rechauffait, c'est ce qu'on mangeait. Et un jour, je me souviens, on nous a coupé l'électricité, parce qu'on ne pouvait plus le payer, alors que moi et ma soeur, on est toutes les deux à la maison, on devait avoir, je sais pas, 7-8 ans, un truc comme ça, et on ne peut rien faire, parce qu'on ne peut pas ouvrir. Ils toquent à la porte, ils disent, ouais, c'est les gens de, je sais pas quoi, de EDF, par exemple. EDF aussi. Et nous, on n'ouvre pas. On entend comment ils ouvrent parce qu'en fait le truc de l'électricité, tu sais, les blocs là, c'est à l'extérieur, sur le palier, on entend comment ils ouvrent tu entends et ça y est, plus de lumière. Putain. Et on reste avec ma soeur à la maison, on attend que ma mère rentre. Ma mère, elle rentre avec un sac, des restes, des assiettes, des gens qu'on connaît même pas, et elle allume les bougies parce qu'on peut, elle réchauffe parce que c'était à gaz, donc du coup on avait... Elle réchauffe tout, elle mélange tout dans la poêle, et elle met sur la table, elle met les bougies, on est en train de manger tous les trois, et elle dit, regardez, c'est comme si on était dans un restaurant, on en a un dîner aux chandelles. Et tu vois, et on rigolait, franchement, c'est triste, mais c'est comme ça. Ouais, de toute façon... Les gens, ils essayaient de s'en sortir comme ils peuvent, donc... Mais ça, du coup, ça te forge quand même, toi, là, parce que là, quand tu vis ça, j'imagine que... Quand tu arrives ado, quand tu arrives jeune femme, ça t'a forgé tout ça. C'est-à-dire que tu te retrouves avec... c'est peut-être ça, parce que moi je sais que tu as du caractère, et ça t'a forgé aussi. Mais parce que tu peux pas t'en sortir si t'as pas de caractère, tu t'en sors pas en fait. T'es obligé. C'est toutes ces situations-là. Déjà, nous les Slaves, on est beaucoup plus durs, beaucoup plus forts. C'est parce qu'on a eu une vie beaucoup plus dure que celle des Européens. Donc, c'est ça qui nous forge. Et c'est pour ça qu'on est un peu méfiants. On est... Parfois, tu vois, on est très méfiants, quoi, parce qu'on attend de voir qu'est-ce qui se passe et tout. Alors que les Français, on est détendus, nous, on est chill, mais parce que c'est normal, quand t'as tout dans ton frigo, tu te méfies de rien. Tu sais que même si tu perds... Après, je me suis fait juger un jour que j'ai dit un truc sur les réseaux, comme quoi, les gens, ils savent ici, quand même, il y a beaucoup de gens qui pas profitent du système, mais qui veulent pas travailler. Et je me suis fait attaquer par les lois. Est-ce que tu penses qu'on peut survivre avec la RSA? Je dis, je pense pas qu'on peut survivre avec ça. Mais tu vas pas mourir, en tout cas, en France. Je pense que tu vas pas mourir. Si tu dépenses pas trop n'importe comment, normalement ça va. Tu peux au moins manger. Alors qu'en Russie, si tu n'as pas de travail, tu as zéro. Tu n'as rien. Il y a les gens qui te coupent l'électricité, qui te sortent. C'est pas comme ici. Ici en France, il y a la loi qui peuvent, je crois ils peuvent pas te sortir de l'appartement si t'as pas tout de suite. Il y a une période d'hiver aussi. Si t'as des enfants ou si t'es une personne âgée. En Russie, rien à foutre. L'enfant, pas enfant, âgé, malade, rien. T'es dehors et t'as aucune aide. Non, mais c'est vrai que nous en France, alors il y a des problèmes dans ce pays évidemment, et il faut pas minimiser, faut jamais minimiser les problèmes du pays. Pas du tout, mais par contre, c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'on est quand même très bien lotis. C'est-à-dire que, alors c'est horrible ce que je veux dire, mais même un pauvre en France, et c'est les pauvres les plus heureux limite peut-être du monde, tu vois, parce qu'en vrai, même aux États-Unis, t'as pas d'oseille, ça dégage. Hein. Si t'as pas d'assurance médicale, tu te casses un bras, c'est 5000 balles. Si t'as pas 5000 balles, tu restes le bras pété, quoi. Tu vois. Alors il y a des problèmes en France, hein, évidemment. Mais il en a, mais bien sûr, je dis pas que, mais on parle là. Non, parce que moi, comme je te dis, je sais très bien que je vais avoir des messages. Oui, c'est ce que je me suis dit, on va se faire défoncer. Mais faut aussi dire que on a la chance d'avoir un système, tu vois, pendant le Covid. Je parle de mon cas personnellement, mesdames, messieurs. Allez, personnellement, on va tout le monde. Personnellement, pendant le Covid, moi, heureusement que j'étais en France et que j'ai eu mon intermittence du spectacle la veille du Covid, et j'ai eu un salaire tous les mois
d'intermittent du spectacle pendant le Covid. Mais ça, c'est la France. Qui t'a permis de payer ton loyer. Qui m'a permis de payer mon loyer, qui m'a permis de manger. Sinon, j'avais 0 €. Parce qu'à l'époque, je vivais grâce à des petits tournages, du cash avec le stand-up, en faisant des plateaux d'humour. Et j'avais, je sais pas, 600, 700 € par mois pour payer j'étais avec mon ex dans un appart, on payait 900 € de loyer, donc 450. Voilà, et puis il me restait 400 € pour manger, quoi. Mm-hmm. Et le Covid, j'ai eu mon intermittent du spectacle la veille du confinement, et grâce à la France. Quelle chance. Les chances, mais vraiment, je me rappelle le compter, oh putain, j'ai 43 cachets pile poil, quoi. Et du coup, voilà, et je me retrouve avec mon intermittent, et ça, c'est vraiment la France. Et il y a plein d'autres métiers. Alors, c'était très dur pour notre métier, et ça l'est encore. Les gens, ils viennent moins au théâtre, ça, c'est une réalité. Mais j'ai pas le droit de me plaindre, moi, quand je sais que j'ai gagné un SMIC tous les mois en étant chez moi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont vraiment perdu beaucoup d'argent et qui ont même rien gagné. Et voilà, je ne vais pas me plaindre, moi, et je parle de mon cas personnellement, mesdames, messieurs. Et pareil, on va essayer de... Peut-être on va devoir couper tout ça, toute cette partie. Non, parce que c'est... Non, parce que je ne veux pas que ce soit mal pris. C'est pas mal interprété avec... Je suis en train de dire, oui, en France, vous avez trop de chance. Je vois énormément de gens qui sont dehors, qui n'ont pas de maison, qui n'ont rien à manger. Et c'est pas parce qu'ils sont alcooliques ou drogués qu'ils sont retrouvés ici. Il y a plein de gens qui, voilà, par malheur de la vie. Et je dis pas que c'est... Mais si on compare, c'est juste en comparant. Et pareil, moi, ça me permet, je suis restée 3 ans au chômage, je crois, quand j'ai déménagé de Monaco à Paris. Je suis tombée enceinte. Mais avant de tomber enceinte, je me suis mise au chômage parce que j'arrivais pas à trouver un taf ici à Paris, et je suis quand même restée 3 ans au chômage. Alors qu'en Russie, qu'est-ce que tu fais? Quel bonheur. Non, pas de chômage. Tu vas et tu travailles. Mais voilà, mais c'est pour ça que pour moi, il n'y a rien de choquant dans ce qu'on vient de dire. C'est juste que il n'y a rien de polémique. C'est juste que si on écoute toute ton histoire, c'est d'une logique. Toi, tu vis des trucs qui sont pas faciles, t'arrives, tu changes de pays, t'as le monde soviétique qui s'écroule. C'est normal que toi, quand t'arrives en France, tu dis mais évidemment que c'est ouf, en fait. On vous travaille pas, on vous donne de l'argent, évidemment que c'est formidable. Et c'est pas choquant, c'est notre modèle, et qui est très bien d'ailleurs. Et c'est normal que toi, t'aies cette vision-là, parce que t'arrives à Paris, donc t'arrives en France à 21 ans. 21 ans, oui. Et alors, pourquoi? Parce que là, si on continue la question. Parce que je me suis dit que... déjà, je voulais partir de Russie, j'aimais pas, j'habitais à Saint-Pétersbourg, c'est une très belle ville. Après avoir vécu avec un dealer... Comment ça se termine avec le dealer? C'est ça qu'on veut savoir. Écoute, on n'avait pas d'argent parce qu'il descendait, il descendait tout dans les machines à... Comment ça s'appelle, les machines à... Machines à sous? Oui, les machines à sous. Et moi, j'étais encore à l'école. Enfin, pour vous, parce qu'on n'a pas le même système scolaire, mais j'avais 15 ans, donc c'était quoi? C'est l'équivalent de collège ou lycée ici en France? Lycée. Et donc j'étais encore au lycée, c'était l'hiver, j'avais pas d'argent pour payer un bus, je marchais, il faisait -30 pour aller. En fait, j'avais genre 3 roubles, tu peux soit payer le bus, soit acheter un petit truc dégueulasse à la cantine parce que c'était pas gratuit. Alors, on prend le truc à la cantine. Et donc j'ai dit allez, je vais me taper 1 heure de marche alors qu'il fait hyper froid, mais au moins je mangerai un tout petit truc parce qu'à la maison j'ai rien. C'est ça ma vie au bout d'1 an, parce que je m'incruste, enfin je cherchais le moment où ma mère est au travail, parce que tu vois, encore une fois, elle avait un travail. Franchement, tu m'as dit qu'elle foutait rien, c'est quand même ça fait quand même beaucoup de fois, ouais, ça. Non, mais bref, voilà, elle avait un travail, et moi en fait je savais qu'elle est au taf, et donc parce que on habitait dans une maison. C'est pas une villa, hein, c'est juste une maison classique russe, toute petite, et je passais par la fenêtre et j'allais dans le frigo, je volais la bouffe du frigo de ma mère, et après je m'échappais, je rentrais chez mon connard de mec, et ma mère un jour elle m'a vue, j'étais extrêmement maigre, et elle m'a dit s'il te plaît reviens, parce que là je comprends que c'est compliqué entre nous, mais regarde-toi, quoi. Ouais, mais je me droguais pas, déjà, c'est pas encore, tu vois, je commence un peu plus tard. Et non, mais c'est au moins ça, tu vois. Pourquoi ça t'aurait coûté moins cher, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'ai rien appris à la vie. Tu vois, j'ai pas cette fibre de business un peu. Et donc, bref, je reviens à la maison. Ça se passe encore très, très mal au bout de 2-3 mois, et j'ai dit, vas-y, fuck. Je pars à Saint-Pétersbourg, je quitte le lycée, j'abandonne tout simplement, et avec ma pote on va à Saint-Pétersbourg, on dit ouais ça va, on est grande, on va s'en sortir, ça va bien se passer. Là, t'as 15 ans, non, j'avais 17 ans. 17, 18.
Donc je passe pas le bac. J'ai 17 ans, je passe pas le bac. Là, je reste à ça. Là, le monde sourcil n'est plus là. Il n'y a plus rien qui est là. Donc voilà, ça se passe comme ça se passe. Et on vit des choses. Parfois, on dort à la gare parce qu'on n'a pas de logement. On dort dans des parties communes. Enfin bref, on essaie de survivre. On reste 1 an. Je reviens dans la ville de ma mère parce qu'il faut quand même que j'obtienne le bac. Donc je vais dans un établissement pour des gens comme moi qui ont 25 ans et qui n'ont toujours pas de bac. Je ne sais pas s'il y a un équivalent ici en France. Je sais pas. Ça va, Edouard? Edouard qui est en train de verser les larmes. Je dis putain, what the fuck. Et donc je passe le bac et puis je repars à Saint-Pétersbourg où je reste, je ne sais plus, quelques années, mais je voulais toujours partir parce que en fait j'avais un copain qui m'emmenait en voyage, qui m'emmenait à Milan, enfin qui m'a montré un peu l'Europe. Exactement. Et comme je dis, mais en fait on peut vivre comme ça, on peut manger aussi bien, on peut voir les gens aussi beaux. Je dis, mais je me souviens, je suis venue en Italie, je suis tombée folle amoureuse. Je dis, mais waouh, les gens, surtout les hommes. Je dis, mais j'ai jamais vu les hommes aussi beaux de toute ma vie, quoi. Et on mangeait tellement. Après, en Russie, on mange bien aussi, mais c'est différent. Comment ils s'habillaient, c'est propre. Et en plus, l'Europe, tu vois, l'Europe et la Russie, c'est pas du tout, c'est pas la même ambiance. Il y a du soleil, les immeubles sont, enfin, je sais pas. Non, mais je vois, de toute façon, pour avoir été, je te dis, dans les pays de l'Est, c'est très austère. Oui, c'est très austère. À part les centres-villes qui sont trop colorés d'ailleurs. Zagreb, c'est le communisme. Mais c'est tout vraiment, le reste, on vous montre du beau. Le centre, c'est ça le communisme, hein, c'est vraiment on vous montre du beau et puis en fait derrière c'est chum, quoi. Sauf Saint-Pétersbourg, parce que Saint-Pétersbourg c'est vraiment une très belle ville. Ouais, et c'est une très belle ville construite sur l'eau. Enfin, c'est vraiment une ville magnifique, mais ça reste très gris en fait. Il fait, il y a 4 jours de soleil par an. C'est vraiment, c'est très triste. Et donc, qu'est-ce que je disais, voilà, tu voyages, Milan, tout ça. Oui, je voyage et je dis à mon ex, j'ai dit, je veux vivre en Italie. Et j'ai dit ça à mes amis et tout. Ils me disent, ouais, t'es folle ou quoi? Personne ne part d'ici, quoi. C'est comme dans des films d'horreur. Personne ne sortira d'ici. Vivant. Exactement. Et je dis, mais en fait, je vous emmerde. Je vais apprendre l'italien et je m'inscris au cours d'italien à Saint-Pétersbourg. Je regarde les films en italien. J'écoute la radio italienne. Et je suis complètement obsédée par ce pays. Et puis mon ex m'amène à Paris. J'ai pas trop aimé. Et puis on arrive à Nice et j'ai dit waouh, franchement, les palmiers, la mer, parce que là j'ai pas encore. On est d'accord qu'il y a beaucoup de Russes sur la Côte d'Azur. Oui, beaucoup, oui. Et pourquoi? Je ne sais pas, peut-être pareil, le soleil, la mer. Alors évidemment, je sais qu'il y a des riches qui ont des yachts, des machins, mais il y a aussi beaucoup de. On est d'accord qu'il y a beaucoup de Russes. Il n'y a pas que des riches, il y a plein de Russes qui travaillent comme des prothésistes angulaires et qui n'ont pas du tout de sous. Donc, quand on avait été, moi je suis allé à Nice. C'est un peu le rêve, le Côte d'Azur. Ouais, voilà, mais est-ce qu'il y a une image, je sais que je me posais comme question, est-ce que, tu vois, comme les Asiatiques, quand on leur dit Paris, c'est l'image de Paris. Mais est-ce qu'en Russie, il y a une image de la France, la Côte d'Azur, c'est extraordinaire? Non, c'est plutôt Paris aussi. Que Paris aussi. Oui, mais peut-être après quand ils découvrent. J'ai jamais discuté avec les Russes qui sont sur la Côte d'Azur pourquoi ils sont là-bas. Souvent ils partaient faire des études. Ma meilleure amie est comme ça. Enfin, on fait des études après on reste ou tout simplement pour le climat en fait qui est incroyable. Ça change de Saint-Pétersbourg. Ça change de Saint-Pétersbourg avec les palmiers, la mer, le soleil. Qu'est-ce qu'on mange bien? Le rosé à 3 €. Allez, c'est ça la vraie information. Non, mais c'est vrai. Les couilles du soleil, le rosé. Mais tu sais que quand je suis arrivée à Nice, je me nourrissais exclusivement de rosé et du fromage. Hein. J'allais. Je mangeais du camembert, mais comme ça, quoi. Enfin, j'ai adoré. En plus, aujourd'hui, je peux plus me le saquer, quoi. Je trouve, mais pas bon, quoi. C'est pas le bon camembert. J'allais pas chez le fromager, tu vois. Je l'ai acheté chez au Monoprix, 3 € le camembert, 3 € une bouteille de rosé, et j'étais la plus heureuse, quoi. Je dis putain, mais quelle vie. Oh là là. Donc là, t'arrives à Nice, t'as 21 ton ans. mec, du coup. Non, j'ai en fait avec c'était très clair. Enfin, de toute façon, on pouvait pas rester très longtemps ensemble parce qu'il était pas vraiment célibataire. Exactement. Il était marié? Oui, il était marié. Champion. Mais c'est lui qui m'aide donc à m'inscrire dans une école de langue et je reste à Nice pendant 1 an et je me dis en fait je vais apprendre le français
et je vais me faire embaucher dans une société. Parce qu'en fait, j'arrive avec un visa d'étudiant, enfin, parce que je me fais un visa d'étudiant parce que je suis dans une école de langue, mais qui a une validité d'1 an. Au bout d'1 an, j'arrive toujours pas à me faire embaucher parce qu'en plus, apprendre le français en 1 an, sachant que c'est pas du tout le même alphabet. Tu t'es parti sur l'italien là-bas. Oui, mais à la base, je sais juste dire. Enfin, je sais rien dire. Je parle très mal anglais. J'arrive à l'école, ils parlent que français. C'est-à-dire, ils t'expliquent le français en français. Oh là là. Et les premières semaines, t'es juste. Hein? What the fuck, je comprends rien. Et donc c'est pour ça que après tu sors, tu t'achètes une bouteille de rosé, tu vas chez toi, t'allumes la télé. Je regardais le dîner presque parfait, et j'essayais de trouver dans le dictionnaire les mots que j'entends à la télé, sauf que c'est putain impossible parce que ça s'écrit jamais de la manière dont ça se prononce. Donc j'essayais de capter qu'est-ce qu'ils parlent. C'était voilà, les reines du shopping et ma chérie. Tu devais arriver, d'arriver à la fac, faire ma chérie. Elle est folle cette russe là. Elle parle comme Christina, je sais pas pourquoi. Parce que c'était ça le rêve. Exactement. Et voilà, et au bout d'1 an, je prolonge encore de 6 mois parce que. Et j'avais plus trop d'économie parce que mon ex m'a aidé pour le premier temps. Après, il allait pas me. Ah, il a une femme, j'arrive. Ouais, mais ça c'est pas un problème. Ça c'est pas un problème. Elle était généreuse aussi. Elle dit, écoute, je partage. Il avait de l'oseille un peu lui. Oh, bah oui. Ah bah, tu t'as dit ça, bah oui, genre, moi sinon j'aurais pas pris ce mec. Non, mais je t'ai dit, si on voyageait. Oui, il avait les. Oui. Il était russe à la base. Lui, il est russe, oui. Et du coup, je crois qu'il est d'ailleurs d'origine ukrainienne, mais il habite en Russie. À l'époque, on était tous amis, tu vois. On s'entraidait. L'Ukraine et la Russie. Ça reviendra. Comme quoi, tu vois, il t'a aidé, quoi. Mais après, t'es aussi un peu ukrainienne, donc. Ouais. Enfin, bref, on est. Donc, il t'aide, et à partir de quel moment parce que là, parce que t'es quand même très vite, quand même. De quoi? Là, t'apprends vite quand même le français parce que tous les jours. J'apprends très vite parce que je suis motivée, parce que je me dis qu'il faut que j'apprenne vite en fait. Parce que déjà, j'ai pas d'amis, je connais personne. Je ne peux pas avoir d'amis parce que on se comprend pas. Et au bout d'1 an, je commençais à m'inscrire sur les sites de rencontres un peu. C'était très difficile parce que, difficile à communiquer. Non, au bout d'1 an, je parlais déjà un peu. Au bout d'1 an et demi, j'avais déjà un copain français qui me demandait de payer la moitié des courses et j'ai dit mais quelle race, putain, mais c'est pas possible, jamais j'ai eu, tu vois, de toute ma vie, même le dealer clochard qui n'avait pas de sous, il m'a jamais demandé de payer quoi que ce soit, tu vois. Et là, donc mon premier copain français, on sort ensemble et tout, putain, je vais me faire censurer partout. Et c'est pas grave, j'assume. Non mais c'est vrai, en fait, il me demandait à chaque fois quand on sortait du supermarché, il a dit oh là là, 80 balles les courses, putain, c'est pas donné. Et moi, je comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire, en fait tu vois, je comprends pas encore toutes les intonations, qu'est-ce que... Et je crois qu'au bout d'un moment, il a compris que je comprends pas, donc il faut me le dire. Toi, quand est-ce que tu payes la bouffe? Et j'ai dit, pardon, c'est-à-dire... moi payer? Pourquoi? Déjà, je te suce. Et ça, gratuitement. Et ça, donc tu m'achètes mon camembert. Alors que tu m'achètes mon camembert, déjà, et voilà. Non, mais c'est vrai, je comprenais pas. Je te sauce, ça m'a tué. Et voilà, quoi. Et je me souviens, on habitait à Nice. On arrive à Monaco pour une soirée et on roule comme ça. D'ailleurs, c'était son anniversaire de l'ex dont je parle. Hier, c'était son anniversaire. Donc, on arrive à Monaco comme ça. Et t'as déjà été à Monaco? Une fois, ouais. Ouais. Et je sais pas si tu as vu le port qui est magnifique comme ça, qui monte comme ça vers le. Je l'ai vu de nuit. Tout éclairé. Justement, la nuit. Mais c'est très beau en fait. Et on arrive, je suis complètement éblouie par ce que je vois et je dis waouh, putain, Monaco, mais c'est incroyable. Je veux vivre ici. Et il me regarde comme ça, il me dit... Paye les courses déjà. Et il me dit, disons que si tu as envie de vivre ici, c'est pas avec moi qu'il faut que tu sortes. Et écoute... c'est noté. Et 2 semaines plus tard... Tinder, Monaco. Non, pas du tout. Franchement, je te jure que c'est la vie qui est faite comme ça. J'ai rien fait. Déjà, elle me saoulait avec ses courses, tu vois, à chaque fois. Et je comprenais absolument pas pourquoi...
Enfin, c'est culturel. C'est pas parce que je veux pas, c'est culturel. Aujourd'hui, ça fait 13 ans que je suis en France. Je suis avec, tu vois, ça me dérange pas de payer. Bien sûr. C'est pas du tout une question. Avec mon ex-mari, on avait un compte commun sur lequel, même étant au chômage, je participais à toutes les dépenses de la famille quand je suis avec quelqu'un. Mais au moment où j'arrive en France, j'ai pas du tout cette mentalité. En France, en Russie, pardon, à l'époque, jamais la femme sortait son portefeuille. Aujourd'hui, c'est en train de changer dans les grandes villes, mais c'était pas du tout, juste pas l'habitude, quoi. Non, mais c'est normal. Tu vis pendant 20 ans où l'homme paye. On m'a jamais demandé de payer quoi que ce soit. Enfin, c'est donc on sort à Monaco et tout, et on se dispute parce qu'à chaque fois après, mais il était aussi radin, vraiment particulièrement. Je dis pas que tous les Français sont radins, mais celui-là, oui. Il était juste incroyable. Après avoir dépensé 10 centimes, il en parlait tout le temps. Donc je crois que je suis vraiment tombée sur un cas particulier. Et donc on se dispute, et une copine elle me dit viens, on va sortir. Je suis plus dans une boîte et je vois un homme qui me plaît beaucoup, et écoute, j'ai dit je veux sortir avec lui, et quand je veux, en général, j'obtiens ce que je veux. Bon, bref, donc je rencontre quelqu'un qui est monégasque bizarrement, il habite à Monaco. Et bizarrement, comme par hasard, écoutez, il habite à Monaco. Je t'imagine dans la boîte, où le gars, tu fais quoi, toi? Et j'habite Monaco, t'as fait. Non, mais j'ai même pas eu besoin de lui poser la question, parce qu'en fait, j'ai vu sa Rolex. J'ai vu la plaque de sa voiture. Ah. Non, mais à vrai dire, non, mais on tombe vraiment amoureux. Je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui me plaît pas juste parce qu'il habite à Monaco. On tombe vraiment amoureux, et en fait je lui ai demandé de m'aider à déménager parce que à Nice je louais un grand appartement, et puisque j'avais plus d'argent, ça faisait 1 an et demi que je suis en train de puiser les économies de mon ex et sa femme. C'est pas mes économies, ses économies. On embrasse. Bisous doudou, merci. Merci pour tous les camemberts. Merci pour tout, c'est grâce à toi. Et à sa femme aussi, surtout. Girls power. La solidarité féminine, bisous. Mais elle le savait pas. Mais bon, écoute. Et donc, il fallait que fait, je change d'appart, que je prenne un truc moins cher. Je demande à mon ex de m'aider à déménager, et il amène comme ça les valises dans l'appart, dans le nouveau appart. Il voit un énorme cafard traverser comme ça la baignoire. Il se retourne, il dit non, tu vas jamais rester ici, tu rentres chez moi. Alors que ça faisait que 2 semaines qu'on était ensemble. Et dire que tu avais tout préparé, c'était un cafard. Quelle est maline. Elle a acheté un cafard. Et regarde dans quelles conditions je vis. Regarde dans la pièce, il y a un rat. Il y a un rat blanc vraiment domestiqué. Trop maline. Avec un petit nœud ici, tu sais. Avec un nœud papillon. Un rat qui est en train de manger. Sauve-moi. Je veux vivre à Monaco. Toute sa life, elle a tout créé en fait. Putain, mais tu me fais. Mais vraiment, en fait, on peut penser ça, mais tu sais que je suis pas du tout maline à ce point-là. Vraiment, hein. On pourrait penser, mais mais je suis pas du tout aussi maline. Non, je voudrais bien. Mais du coup, un mois après même pas. Mais genre, du coup, ça fait 1 mois que t'as découvert Monaco, tu vis direct 1 mois après. Ouais, un truc comme ça. J'y vis et on reste ensemble pendant 1 an. Tu te revois là dans le froid à Saint-Pétersbourg à 21h, moins 30. Oh là. Et tu te dis, peut-être dans 5 ans, je serai peut-être un peu au chaud. Et 5 ans après, t'es à Monaco. Ouais. Ça va vite, hein? Ouais, ça va vite. Mais je pense que quand tu veux quelque chose, et je le pense sincèrement, quand tu veux quelque chose, et si ça doit se faire, le fait que tu y crois, et parce que moi j'avais une telle croyance que je vais vivre en France, et quand tout le monde me disait mais t'es complètement folle, personne ne sort d'ici, t'as un passeport russe, on est les bienvenus nulle part, le maximum que tu vas obtenir c'est un visa de 6 mois, tu vois, truc. Ça fait l'affaire. Ou encore pire, Monaco, mais de quoi tu parles? Mais quel Monaco? Enfin, mais moi j'avais, je sais pas si ça t'arrive, pas pour certaines choses dans la vie, quand tu crois ici. Mais c'est comme une chose que tu as dit tout à l'heure, c'est de dire je sais que je vais pas vivre ici. Tu vois, moi, depuis que je suis ado, je savais que ma vie, elle n'était pas en Normandie, que j'allais aller à Paris. Pourtant, je n'avais jamais mis les pieds à Paris, mais le monde m'attirait, le monde parisien. Pourtant, je suis pas un clubbeur, machin, mais je sais pas, la mentalité parisienne, la grosse ville et tout ça. Depuis que je suis né, je savais, depuis que j'avais ado, 10 ans, 12 ans, je savais que c'était. J'allais pas avoir une vie comme mes parents, je savais. Il y avait un truc comme ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit je savais que j'allais pas faire ma vie en Russie, je le sentais. Et moi je le sentais aussi. Je savais qu'en Normandie,
Je savais que j'allais vivre des choses, je savais que j'allais voyager, je le sais encore, je sais que je vais vivre des trucs différents de mes parents, de mes potes et tout, je le sens et je le sais. Et c'est ce qui est en train d'arriver vraiment, tu vois. Je vis à Paris, mes potes ils sont venus à Paris quelques années faire leurs études, ils sont repartis en Normandie et ça je le sentais. Et je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sentent ces choses-là, faut pas se brider parce que sinon à 40 ans tu pètes un plomb et tu dis j'ai loupé ma life, merde. Il faut essayer. Tu vois, regarde là, truc de 6 mois. Regarde, 6 mois après, un cafard, tu vis à Monaco. Donc c'est pas dingue ça. Si vous avez besoin des contacts des cafards, j'en ai quelques-uns et entraînés de ouf. Non, mais pour tout, c'était pas que pour Monaco, mais en fait c'est pour tout dans la vie, tu sais, pour déménager à Nice, après pour déménager à Monaco, j'avais pas de plan. En fait, ce que j'avais juste, c'est que je veux le faire. C'est comme pour le stand-up, pareil. Il y a 2 ans, je dis, je veux monter sur scène, je veux faire du stand-up. Mais tout le monde me dit, mais t'as 34 ans, meuf, c'est pas ta langue maternelle, t'es une femme de 34 ans, tu veux commencer le métier d'artiste, mais t'es sérieuse. Et en fait, je dis, je sais que je vais le faire. Je sais pas comment dire, mais c'est une telle... Bien sûr. J'ai dit, mais en fait, je m'en fous ce que vous dites. Et je sais que je vais le faire et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, je pense que quand tu veux quelque chose... Parce que là, du coup, pour revenir, t'es à Monaco, t'as 22-23 ans, ça ? Ouais, après 23 ans, oui, je crois. Et t'es avec... Je suis avec mon ex, je le quitte au bout d'1 an et Parce que je découvre Courchevel. Et je me dis, je veux vivre à Courchevel, il faut que je trouve un mec à Courchevel. Non, pas du tout, parce que je sais pas si... on pourrait peut-être penser en écoutant ce podcast que je suis complètement intéressée, mais justement, si je l'étais, je serais pas partie, tu vois, je serais restée avec lui parce qu'il avait une très belle situation, j'avais pas besoin de travailler, il était contre que je travaille et voilà, bref, j'avais une très très belle vie, mais notre relation me convenait pas et en fait je me suis dit fuck, je pars alors que j'ai pas de résidence monégasque, enfin j'ai une résidence monégasque qui expire dans 6 mois, j'ai une voiture, une belle voiture, ne me demande pas qui me l'a acheté, on sait, et c'est tout. Et j'ai pas d'appartement. Alors qu'un appartement à Monaco, ça coûte 1 500 €, le studio le moins cher. Et tu dois payer, je sais plus, 3 mois, donc 3 mois déjà de loyer, plus 3 mois, c'est comme la compte, et plus les frais. En fait, au final, ça te coûte 12 ou 13, je me souviens plus, mais t'as besoin pour louer un studio, t'as besoin de 12 ou 13 000 €, je crois, un truc comme ça. Déjà, rien que pour rentrer pour les premiers 3. Et en plus, tu devais, à l'époque, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, tu devais avoir un compte en banque avec une somme très très belle somme, tu vois, genre dans les 200 000 pour leur montrer que voilà. Et donc, mais jamais j'ai rien de tout ça, j'ai pas de compte en banque, enfin j'ai un compte en banque avec 500 €, j'ai rien, j'ai pas de résidence. Et en fait c'est mon ex, donc malgré le fait que je le quitte et qu'il est complètement il est triste, il est pas bien, mais c'est un homme et je lui suis très reconnaissante qu'il m'aide en fait de rentrer dans cet appart. Sa mère elle est peut-être toujours agent immobilier, donc il m'aide à rentrer dans cet appartement et une fois je suis dedans, voilà, ça y est, tu te démerdes, t'as voulu partir, tu pars. Et donc je devais trouver un travail. Et je me fais embaucher dans une boutique de fringues à Monaco où je faisais du shopping il y a encore 1 mois, et là j'arrive, je me fais ma chérie du champagne, et j'ai dit non, en fait je viens travailler. Elle me dit quoi, enfin bref, voilà, je me fais je me dis, je cherche du travail. Elle m'a regardé comme ça. Tu sais, tout de suite, son regard change. C'est au début, elle te regarde comme ça. Tu es une cliente. Et là, elle fait... bon, ok. Et bref, je tiens 3 mois. Et c'était très, très dur parce que... pareil, je me sentais... à ta place, quoi. Je suis pas du tout à ma place, à rester debout toute la journée, à plier les fringues, à sourire aux gens. Et ils ont en plus les conversations... Enfin bref, c'était très compliqué. Et je me dis, il faut que je trouve une solution, il faut que je sorte d'ici. Et surtout, il faut que je paye mon appartement parce que là, je suis en train de gagner 1 700 €. Mon appartement coûte 1 500 €. Et j'ai rien en fait. Je peux même pas manger, quoi. Enfin, je peux pas manger, je peux pas payer les frais. Retour à la case départ pour Elena. Tu vois, c'était très dur, quoi. Et puis psychologiquement, moralement, physiquement et tout ça. Et en fait, je monte dans mon CV. Comme quoi, j'ai 2 ans d'expérience. Parce que là, à ce moment-là, déjà, je parle 3 langues. C'est-à-dire, le russe, c'est ma langue maternelle. Puis, je parle déjà très bien français. Et je parle anglais.
parce que j'ai appris, parce que quand je parlais pas français, j'étais obligée de parler anglais. Bref, voilà. Donc je parle 3 langues et je montre dans mon CV comme quoi j'ai de l'expérience dans l'assistanat, parce qu'à Monaco, il y a énormément de familles fortunées qui cherchent les assistantes qui parlent. À Monaco, il faut connaître au moins 3 langues. Déjà, tout le monde parle 4 langues. Italien, français, russe, anglais, c'est genre la base. Tu vois, tu surprends personne si tu dis moi je parle 4 langues. Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà. Ouais. Et donc je postule dans les family office pour travailler pour une famille. Je trouve un travail au bout d'un certain temps. Elle me demande si j'ai de l'expérience, j'ai dit oui. Et la veille de l'entretien, en fait, elle me dit venez avec votre ordinateur. Mais j'ai jamais travaillé dans ma vie, tu sais. Mais j'ai même pas fait d'études, j'ai jamais vu une imprimante de ma vie, vraiment. Et je dîne avec ma copine et j'ai dit écoute, elle m'a demandé de venir avec mon ordinateur. Tu penses qu'elle veut quoi? Elle me dit peut-être elle veut te tester sur Word, Excel. Et je la regarde, je dis c'est quoi la différence? Elle fait non, tu rigoles là. Je dis non. C'est quoi la différence? Elle me dit non, Elena, annule, c'est mort, annule, n'y va pas, t'es folle ou quoi, tu vas te prendre une honte. Et en fait, j'ai essayé de voir la nuit les différences entre, je savais rien de tout ça. Mais j'arrive à l'entretien, c'est dans un hôtel et tout, c'est une meuf, voilà, 4 enfants, très riche, qui cherche une assistante pour elle et pour son mari. Et je la charme, et je suis tellement motivée. Puis mes connaissances dans le français, parce qu'elle parle très mal français, elle parle que russe. Ah, ça c'est bien ça. Et du coup, elle me dit, écoutez, j'ai quelqu'un là sur ce poste-là, je vais au bureau, je la vire, vous pouvez venir dans 2 heures? Incroyable. Je dis oui, bien sûr, pas de problème. Et j'arrive dans 2 heures plus tard, donc c'est un bureau au port de Monaco, un très joli bureau. Et elle me dit, voilà, c'est votre ordinateur. Ça c'est l'imprimante, enfin si vous en avez besoin, ça c'est le code de Wi-Fi, ça c'est le numéro de téléphone d'un IT si jamais vous avez des problèmes avec l'ordinateur ou autre chose. Et votre boîte mail, vous reprenez la boîte mail précédente, donc essayez de comprendre voilà ce qui s'est passé. Elle m'explique. Je me retrouve, et elle part. Et je suis seule, juste dans cet appartement qui sert de bureau, avec la vue sur tous les yachts comme ça. Et en fait, je ouvre le premier mail et c'est marqué imprimer les documents, je sais pas quoi. J'essaye et l'imprimante ne marche pas. Mais moi, donc j'appelle le mec, le gars de IT, je dis oui, bonjour, excuse-moi, mais je crois que l'imprimante ne marche pas. Il dit ah bon, bah trouvez-la. Je dis bah j'ai pas besoin de la chercher, elle est en face là. Et là, j'entends juste un silence. Il a dû se dire, mais c'est qui cette teubé? Mais c'est qui cette teubé, putain? Et il me dit, mais non, je trouvais là dans l'ordinateur. Mais en fait, c'est juste pour dire que même les choses basiques, aussi basiques, je c'est normal. Connaissais pas, quoi. Et voilà, je travaille pour eux un moment. Après, je me fais embaucher par le propriétaire de l'AS Monaco. Et pour qui je travaille pendant 4 ans. Comment il s'appelle Rybolovlev. Et je travaille dans son grand family office pendant presque 4 ans. En plus, c'est les belles années de l'AS Monaco. Là. Ah ouais, il y a plein d'autres. Après, je peux pas en parler parce que j'ai signé une charte de confidentialité. Exactement. Donc, je peux pas malheureusement donner beaucoup plus de détails, mais on embrasse Ribo. Voilà. Bisous. Merci pour Mbappé. Et c'était très cool parce que j'ai voyagé avec ses jets privés, les yachts, sur Sony. La grande life. C'était magnifique. J'ai beaucoup travaillé aussi. Je travaille 7 jours sur 7. T'as 250 mails à gérer. Mais là, du coup, t'es bien payé. Je suis très bien payée. Je m'en sors. Déjà, avec le boulot précédent, dans le family office précédent, j'arrive à payer mon loyer et payer un peu ma bouffe. Et après, petit à petit, voilà, et après, chez Rybolovlev, déjà, j'arrive au bout d'un moment, je suis payée environ 8-10 000 euros quand je prends vraiment... Ah non, mais là, c'est... Best life. C'est-à-dire que je paye pas d'impôts. Bah oui, Monaco. Et parce que j'ai le passeport russe, donc à Monaco, pas d'impôts. Ah ouais, pour les Français, je crois que si tu es français, et même si tu habites à Monaco, tu payes quand même des impôts. Oui, bien sûr. Ou alors il y a 10 ans peut-être sur Monaco. Je sais pas, franchement je sais pas. Mais moi je paye pas d'impôts, j'ai une très belle voiture, j'ai un super appartement, j'ai une très belle situation, j'ai
strictement aucune vie personnelle parce que je travaille 7 jours sur 7, mais je voyage énormément, je vais dans des endroits, Hawaï, Dubaï, Los Angeles, New York, tout ça. Je te jure que sur les hélicoptères. J'ai toi à Saint-Pétersbourg là dans la tête, moins 30, et après je te vois toi à Dubaï, quand tu me dis ça, je me dis putain, c'est et encore Dubaï, c'est pas l'endroit le plus j'imagine, que j'ai visité. Parce que Rybolovlev, pour ceux qui connaissent pas, on est sur un des mecs les plus riches de la planète. Hein. Ouais. On est sur un oligarque. Oui, c'est un oligarque russe qui fait partie de la liste Forbes. Après, je sais pas quelle place il prend. Mais je sais pas, mais on est sur un gars qui pèse des milliards. Donc voilà. Ouais. Et du coup, là, t'es à Monaco. À quel moment tu rencontres le père de ton fils? Parce que c'est important d'en parler, parce que c'est vraiment aussi dans ton spectacle, t'en parles beaucoup. Bah justement, venez me voir en spectacle. Évidemment. Je le rencontre en 2015. 2015, là. Je travaille chez Rybolovlev, je suis son assistante, parce qu'à l'époque on était deux assistantes, je vais dire, et je rencontre mon ex-mari, j'avais 29 ans, un truc comme ça, enfin je sais pas, en 2015. Et très rapidement, voilà, qui est parisien, mais qui descend dans le sud, parce qu'en fait il a ses parents qui habitent dans le sud, donc on se rencontre sur Tinder, et fort. Et très 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 vite. Le love. Oui, c'est très vite. Au début, c'était rien de sérieux. Il faisait les allers-retours. Évidemment. Ouais, tu connais. Évidemment. Et après, on se met ensemble et très vite, on se marie au bout de 5 mois. Il paye les courses? Il paye les courses, il est très généreux, il m'amène en voyage, il a un très beau métier et il a une très bonne famille, et ce qui était très important pour moi, c'était vraiment un gars sain, tu vois, et pas d'alcool, drogue. Pas de fiesta. Non, pas de tout ça, et parce que vivant à Monaco, ça faisait déjà un moment que je suis à Monaco et j'ai vu trop de soit les mecs qui sont la richesse, ça a des avantages de dingue, mais ça a aussi des travers c'est les gars qui sont ok, ils ont des voitures qui coûtent une blinde, des modèles que ici à Paris peut-être on n'avait pas vu quoi. Mais dans la tête il y a rien quoi, tu vois, ni dans la tête ni dans le cœur, enfin franchement l'argent ça fait perdre des choses hein. Ouais, ou sinon t'as des mecs qui sont pas du tout ambitieux aussi, qui son plus grand rêve c'est je sais pas moi, d'ouvrir un bar à tapas et encore tu vois il fait rien pour quoi. Non mais c'est vrai. Non mais si tu vois. C'est bien un bar à tapas, mais bouge ton cul quoi. Pourquoi c'est toute une différence avec toi qui arrive avec 0 € à 15 ans, t'es dans la misère totale. Et donc évidemment t'as des rêves, t'as une force. Mais quand t'es né dans l'oseille, est-ce que t'as besoin vraiment, est-ce que t'as des rêves de dire est-ce que j'ai envie de construire un truc? Ah non mais je parle pas de. Moi je te parle des gens, soit ils ont de l'argent. C'est juste, ils veulent pas s'engager, ils veulent pas, tu vois, ils veulent s'amuser. Ils veulent kiffer encore. Mais par contre, ils travaillent, tu vois, enfin, en tout cas, où ils vivent correctement. Soit les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ne font rien. Je parle même pas d'avoir beaucoup d'argent. Je te parle t'es au chômage depuis 3 ans. Tu ne fais rien dans ta vie à part boire des cafés avec tes potes en bas de chez toi, fumer des joints et rester à la plage. Si t'es heureux comme ça, tant mieux. Je dis pas que tout le monde doit partir, travailler, charbonner. Non. Mais moi, personnellement, je ne pourrais pas vivre comme ça. Et je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne fait rien. Et je dis pas que le rêve d'avoir un bar à tapas, c'est mauvais. C'est bien, c'est super. Mais fais quelque chose. Peut-être tu peux aller à la mairie demander la liste des documents qu'il faut pour ça, tu vois, tu vois, quelque chose. Alors que ça fait 3 ans que tu parles de ce bar à tapas, mec. Est-ce que... Fais quelque chose. Faites des choses. Donc après, il y a des gens qui sont heureux comme ça et tant mieux. Ouais, mais je pense qu'au bout d'un moment, à 50 piges, peut-être. Tu vois, pour moi, je pars du principe, il faut que tu sois heureux dans la vie. Si tu es heureux comme ça, en faisant rien, si ça te suffit, tant mieux. Il faut pas avoir de remords. Est-ce que c'est pas un faux bonheur aussi? Ouais, mais après, on va partir. Ça va être un long débat sinon. Ouais. Là, on va revenir sur l'essentiel, c'est que là, du coup, à quel moment tu quittes ce taf, à quel moment tu arrives à Paris, à quel moment. Parce que là, on est d'accord que tu es sur un taf de rêve où tu kiffes. Il y a de l'argent, tu vas dans les plus beaux endroits du monde. À quel moment pourquoi ça s'arrête? Ça s'arrête parce que mon ex-mari remonte finalement à Paris parce qu'il n'arrive pas il n'arrive pas à rester dans le sud, il l'aime pas du tout, il est pas bien, donc il trouve un travail à Paris et je le suis parce qu'en fait c'est compliqué de faire des allers-retours.
à ce moment-là, j'ai très envie d'avoir un enfant, j'ai très envie voilà quoi, de fonder une famille, et ça me fait mal au cœur, mais bon, je suis obligée parce que c'était soit je le suis, soit je divorce, parce qu'il a passé 1 an dans le sud, ça n'allait pas du tout. Ouais, il était pas heureux. Il était pas du tout heureux, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai dit bah écoute, voilà, ça va être mon sacrifice à moi quoi. Donc j'arrive à Paris et j'étais pas du tout bien, j'ai pas du tout aimé Paris. Au début, je détestais tout. J'ai encore à nouveau, je me retrouve pas d'amis, pas de travail. Je dis putain. Allez, retour à zéro. Allez. J'avais tout, c'est reparti. C'est reparti, tu vois. À chaque fois, tu recommences à zéro, quoi. À chaque fois. Et c'est très dur. C'est très dur parce qu'en plus, ton mec, il est tout le temps au travail. Lui, enfin, il est épanoui et il rentre du taf et toi, tu fais la gueule. Donc en fait, on change de place, quoi. Ouais. Ce qui fallait que vous viviez à Lyon entre les deux. Peut-être, tu vois, on n'y a pas pensé. Rappelle-le. Ah ouais, c'est vrai. Bébé, reviens, on va vivre à Bordeaux. Et voilà, et donc après, donc en 2017, fin 2016, début 2017, je tombe enceinte. Et puis voilà, début d'une grande histoire, quoi. Là dans ton spectacle, moi j'ai vu beaucoup de passages, j'ai aussi entendu la fin parce qu'un jour tu jouais avant moi, du coup j'étais juste derrière le rideau. T'as aimé? Et j'ai entendu que la fin ouais, que je vais pas spoiler, ouais. Parce que sur les dernières phrases, sur vraiment les dernières 10 minutes que j'écoutais. Du coup, on est d'accord que dans ton spectacle, tu parles pas de ta vie, tout ça, tu parles beaucoup de la maternité, du divorce, ou tu parles aussi un peu de ta vie avant en Russie? Non, je ne parle pas de ma vie en Russie. Okay. Peut-être un jour j'en parlerai, mais... Il y a des choses à dire. C'est vrai, mais je sais pas, c'est quand j'ai eu envie d'écrire le spectacle, c'était surtout ma vision de la maternité et des choses que... On n'a pas l'habitude de dire ça. Il y a beaucoup de gens. Ouais, parce que moi, c'est ça que j'aime chez toi, c'est que là, pour aller très vite, après, tu commences l'humour. Et très vite, dans les thèmes que tu abordes, et nous, je sais pas comment c'est en Russie, mais nous, en France, une femme, voilà, comme toi, tu veux dire, écoutez, moi, ça me fait rire. Un jour, tu m'as dit, moi, je kiffe parce que mon fils, c'est tout pour moi. Mais alors quand j'ai 2 semaines avec lui, le bonheur total, et les 2 semaines après où il est chez son père, quel bonheur aussi, je suis une femme libre et tout, je kiffe et tout. Et ça, dire ça, il y a des femmes, elles vont dire ah non mais faut pas dire ça. Je me fais très souvent défoncer si tu lis les commentaires sous mes vidéos, et c'est justement, je crois que c'est par cette vidéo que tout a commencé, où j'ai dit que je ne veux pas aller chercher mon fils à l'école, et il a fait aujourd'hui presque 3 millions de vues, mais je me suis fait démolir il avait beaucoup de commentaires du genre ouais, merci de dire ce qu'on pense, mais on n'ose pas dire, et aussi beaucoup il fallait pas faire de gosses. Je me suis fait vraiment démonter par parce qu'on n'a pas l'habitude de dire ce genre de choses, et moi ça m'a perturbé, la maternité, le fait de devenir mère, ça m'a vraiment perturbé. J'ai vu qu'une très très grosse dépression, peut-être je suis encore plein dedans. Et d'ailleurs on va en parler. Mais voilà. Non, mais ça va vraiment, ça va beaucoup mieux, mais j'ai vécu en fait, je n'étais absolument pas prête, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de femmes qui sont exactement dans le même cas, mais on n'a pas l'habitude d'en parler. Évidemment. Ça commence tout juste. Donc, je parle de ma vision de la maternité. Et même le rapport à la sexualité qui est dans tes textes, qui est important, que je sais que c'est pour ça que ton public, ça les touche, parce que c'est vrai, c'est les trucs que les gens n'osent pas dire sur la sexualité d'une femme, d'une mère de famille qui a un enfant, une femme quand t'es avec ton enfant seul chez toi, et que t'as des envies, et qu'il y a un gars qui est dispo, enfin comment tu t'organises. Et ça, les gens, ils le vivent. Il y a beaucoup de femmes le vivent, toutes les femmes célibataires. Aujourd'hui, on est presque tous divorcés. En plus. Donc en fait, évidemment que ça parle aux gens, et les gens n'osent pas trop le dire, parce qu'en France, la sexualité féminine, pour beaucoup, à nous, à Paris, dans le milieu artistique, ça va. Mais je sais que c'est encore très tabou pour plein de femmes. Ça devrait pas l'être. Hein. Non, ça devrait pas l'être, mais c'est énormément tabou. Et c'est parce que quand toi, tu le dis, c'est pour ça que ça touche les gens. Parce que les gens disent ah. Putain, ils s'envoient les vidéos, j'imagine, en secret. Regarde elle, ce qu'elle dit, t'as vu, c'est ouf. Ah ouais, elle est courageuse de dire ça. Elle dit qu'elle a envie de Ken alors qu'il y a son fils qui est là et tout, c'est fou de dire ça. Et tu vois, les gens. J'ai jamais dit ça. Non, mais j'ai envie de Ken alors que mon fils est là. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc de putain, c'est une mère célibataire, elle a son fils et elle a quand même encore envie d'avoir une vie sexuelle et tout, comme nous, mais non, on n'ose pas trop le dire et c'est un peu tabou d'en parler, tout. Et donc c'est pour ça que je pense que ça touche les gens et que c'est important. Et donc ça, c'est pour ça, si. Pas que, mais si vous êtes une femme, parce que moi je vois ton public à la sortie,
Il y a beaucoup de femmes, c'est un peu ton âge, divorcées. Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi, parce que je ne sais pas, peut-être il y a pas mal de mecs, ils viennent à 2, à 3, à 4. Je suis très étonnée. Okay. Et il y a pas mal d'hommes aussi qui m'envoient des messages sur Insta qui me disent, même si je ne suis pas une femme, mais je suis aussi divorcée et j'ai un enfant, et ça me parle énormément. C'est pareil en vrai. Donc, que tu sois un homme ou une femme, il y a. C'est je dirais entre 30 et 45 ans, un truc comme ça, entre 30 et... Ouais, moi c'est quand j'ai vu ça l'autre fois à la sortie de ton spectacle. Pas vraiment les jeunes, parce que... parce que je comprends que quand tu parles de maternité, c'est tellement un chamboulement de ouf, les jeunes ils vont peut-être pas comprendre, ce qui est logique. Mais je parle pas que de, tu vois, je parle pas que de la maternité. Au début du spectacle, après je parle aussi, je compare la Russie et la France, nos langues, enfin je parle un peu de langue, le rapport à la féminité, un peu de politique, et après je parle, de ma vision de la maternité, et puis surtout du divorce aussi, parce que c'est important d'en parler, et parce que la vie ne se termine pas après le divorce, et au contraire, ça peut même commencer. Exactement, et ça fait beaucoup de bien aux gens qui sont divorcés, et souvent dans mes spectacles il y a les gens qui sont en train de divorcer ou qui viennent de divorcer, et j'adore ces impros que là je commence tout juste, tu vois, à filmer et mettre un peu sur les réseaux. Et voilà, ça me fait. C'est les sujets qui me plaisent. Parce que c'est les sujets que tu vis aussi, donc c'est important. Exactement. Tu vois. Et là, moi, c'est pour ça aussi que je me suis dit, il faut aller voir son spectacle, parce que là, ça va encore évoluer. En plus, t'as été très vite, je trouve, en 2 ans, d'avoir déjà 1 heure, d'avoir déjà un public qui te suit. Donc c'est que le début, et ça, pour moi, je te le dis, moi je te l'avais envoyé un message un jour, je pense que c'est que le début, et ça va être ouf, parce que je pense que vraiment tu vas encore progresser dans le spectacle, tu vas encore progresser dans ce que tu as envie de dire, et ton public va grossir, parce que quand je vois, parce que j'étais à la sortie de tes spectacles, je jouais juste après, je vois comment les gens ils sont contents quand ils sortent de ta salle, ils sont trop contents, ils sont euphoriques. C'est ça moi qui m'avait marqué, c'est que les gens ils sont euphoriques, ils sont trop contents d'avoir vécu un moment avec toi, ils sont trop contents d'avoir d'avoir entendu certains sujets et tout. Donc c'est pour ça que je pense vraiment, et je dis sincèrement, je pense que ça va, j'espère aller très loin pour toi. Merci. Parce qu'en plus, après, comme tout ce que tu as raconté dans ta vie, ça va s'écrouler, comme à chaque fois. C'est vrai qu'à chaque fois que ça marche, tu dis un truc. Parce que comme tu m'as appelé hier, tu m'as dit ton Instagram a été shadowban. Donc tu vois, c'est le début de l'écroulement. Et j'ai énormément. Et tu sais, c'est pour ça aussi je me mets énormément de pression pour aller aussi vite. Parce que j'ai toujours peur que ça s'arrête. Et c'est pour ça que je fais plein de villes. Tu sais que je joue à Toulouse, Bordeaux. Enfin, j'essaie de caler le maximum de villes. C'est très dur parce que n'oublions pas que j'ai que 15 jours par mois où je peux travailler, je peux voyager et jouer. On a mis du temps à trouver un créneau pour le podcast parce qu'il y avait son fils. Oui, de 27 ans qui dormait dans mon lit. J'en ai 2 maintenant. Sauf qu'il y en a un qui ronfle. On vous laisse essayer de deviner lequel. Et donc, j'essaie de voyager parce que j'essaie de donner aux gens, parce qu'ils écrivent, tu sais, sur Insta, ils disent quand est-ce que tu viens là, quand est-ce que tu viens là. J'ai envie de venir si je pouvais, mais j'essaie de faire le maximum de ce que je peux. Parce que j'ai toujours peur que ça s'arrête. Covid, cancer, guerre. Et puis, histoire de ta vie. Et puis, histoire de ma vie, qu'à chaque fois. Il y a un truc qui s'arrête. Putain, arrête, tu vas me faire. Oh là là, arrête, tu me fais flipper, mon Dieu. Tu sais, hier, j'ai posté juste pour mettre les gens dans le contexte, j'ai posté une story où j'ai dit je suis à 100 000 abonnés. Et et en fait, je l'ai fait. La story d'après a été signalée soit par quelqu'un, soit par Instagram, et j'ai reçu une notification comme quoi mon contenu n'est plus montré aux gens qui ne me suivent pas. Et c'est le seul moyen comment je prenais de communication en fait, parce que j'ai des gens qui me suivent, mais pour justement attirer des nouveaux, c'est parce que l'algorithme d'Instagram montrait mes vidéos à plein de gens. C'est comme ça que je me fais connaître. C'est comme ça qu'on se fait connaître, exactement. Et j'ai dit, putain, dès qu'il y a quelque chose de bien maintenant qui se passe, j'ai tellement peur. Limite, franchement. Oui, mais t'as vu, il y a quand même un truc bien qui revient après. Limite mieux. Non, mais c'est vrai. Merci, c'est vrai à chaque fois. Donc là, du coup, le spectacle au Beau Saint-Martin, c'est-à-dire que là, je pense que cet épisode, là, si vous l'écoutez, on
nous on a tourné ça mi-juillet 2023. Donc peut-être que voilà, en septembre, tu sais où tu seras. Moi, je suis au Beau-Saint-Martin jusqu'à fin 2023. Ok, super. Je fais juste 2 exceptionnels. C'est le même théâtre que moi. Oui, théâtre. Et c'est grâce à toi d'ailleurs que je suis dans ce théâtre et je suis très contente, très reconnaissante. Je place les gens que j'aime bien. Il m'appelle et me dit c'est bien. Je dis oui, mais. J'adore Dan, vraiment merci. C'est grâce à toi. Je me sens bien, les gens sont bien assis, les gens sont bien installés et c'est parfait pour le début du spectacle comme ça. Vrai. Je vais le jouer et je le fais déjà de 2 à 3 fois par semaine, ça dépend, parfois 2 fois, parfois 1 fois selon les tournées et tout. Je le joue en tournée aussi. Donc tu as tous les dates sur ton Instagram banni. Sur mon Instagram banni, sur Facebook ou en tapant tout simplement le nom du spectacle qui s'appelle Ça valait le coup et mon nom, juste Elena, ça valait le coup et je pense qu'il y a voilà. Mais après sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube aussi j'ai mis le lien, sur TikTok aussi. Normalement c'est toujours dans la bio du profil, mais c'est comme ça on disait. On disait mesdames messieurs, quand vous nous demandez c'est quand que t'es en spectacle. En fait, quand vous c'est vraiment dans la bio, dans notre bio, il y a tout. Peut-être il faut expliquer qu'est-ce qui est bio. C'est pas le magasin Naturalia. Okay. C'est peut-être des gens ils sont dans les magasins Naturalia et disent c'est où le spectacle il est où le spectacle? Il y a que des courgettes. Alors quand vous ouvrez la page d'un artiste, juste sous la photo de l'artiste, il y a une description. Comédien, je sais pas, machin, humoriste. Il a toujours un petit lien, tu vois. Et souvent on accompagne ce lien par une phrase très parlante. Place pour mon spectacle. Et donc vous cliquez sur ce lien et normalement il y a toutes les villes, toutes les horaires, tous les prix, tout. S'il vous plaît. Voilà, donc Elena en tournée dans toute la France. Après on va aller en Suisse et tout évidemment. Je joue en Suisse. Il y a Suisse, tout ça. Je fais Bruxelles, en Belgique et tout, donc super. Mais je t'ai dit, de toute façon, allez voir ce spectacle. Moi, je vous dis, j'ai vu pas mal de passages d'elle en Comedy Club et surtout, des fois, je suis en loge derrière et ça se marre. Et surtout, là, le truc, je te dis, les gens, ils sortent, ils sont enthousiastes, ils sont trop contents, ils on fait des photos, ils sont comme des oufs. Ouais, donc, évidemment, c'est important. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les gens peut-être qui écoutent ou un truc comme tu veux? Quel genre de... Écoutez, le mot de la fin, non, je pense qu'il faut... En tout cas, moi, j'essaye de profiter de chaque jour qui m'est donné parce que j'ai toujours peur que ça s'arrête. Donc, j'essaie de vivre au maximum les choses et de rêver le plus grand possible. Et c'est tout. Et donc, je suis très contente. Merci de m'avoir invitée. J'ai balancé toute ma vie. Ouais, et n'oubliez pas, la France, pays de feignants. Bah, allez-y bosser, putain. Allez, on coupe les aides. Merci. Voilà, merci beaucoup, Elena. Et puis voilà, on s'abonne, mesdames, messieurs. Il y a des épisodes où on rit tous les quand on a le temps. Voilà, je sais qu'on n'est pas très précis, mais en tout cas, ça nous fait plaisir. Moi, les invités que j'invite, je les kiffe. Donc, abonnez-vous, partagez cette vidéo, Spotify, YouTube en vidéo. En tout cas, à très vite, mesdames, messieurs. Salut!